Depuis le début du chapitre, on a eu l'occasion de voir plein d'oscillateurs différents. D'abord les oscillateurs libres, puis on a rajouté une force de frottement pour avoir des oscillateurs amortis. On a vu qu'ils pouvaient s'écrire de 3 façons différentes en fonction de l'intensité des frottements. Puis on a rajouté une force oscillante extérieure et ça nous a donné des oscillateurs forcés. Tout ça, ça nous a fait beaucoup de cas différents à voir et on en a presque fait le tour finalement. Mais il y a juste quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est que jusqu'à maintenant, on considérait seulement des oscillateurs, des systèmes qui avaient un seul point qui était en mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on décide de prendre deux points différents? Eh bien, cette fois-ci, on va avoir deux équations harmoniques différentes qui vont dépendre l'une de l'autre. On va donc parler d'équations couplées. Et la grande difficulté de ce type de système, c'est qu'il va falloir découpler les équations. Ça va être essentiellement un problème de type mathématique. Ici, on va illustrer cette situation avec un CC, avec un exercice de CC, qui est le problème, il n'y avait qu'un seul exercice, du CC1 de février 2016. Le lien va être juste en dessous de la description, je vous invite à l'ouvrir pour avoir accès à l'énoncé. La première partie de ce CC, donc celle qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être la question 1, qui se décompose en 4 sous-questions. Je vais d'abord quand même expliquer en quoi consiste ce système. Donc, on a une molécule qui est composée d'un atome de carbone lié à un atome d'oxygène et qu'on va modéliser, et on va modéliser leur liaison par un ressort de raideur K. On considère que le carbone a une masse M1 et l'oxygène une masse M2. Alors, notre but ici, ça va pas être de voir si cette description est fidèle à la réalité, puisqu'en vérité, il faudrait sûrement passer par la mécanique quantique pour bien décrire ce système. Mais on va se contenter de cette modélisation, et on va voir si, en utilisant cette description classique, nos deux points vont osciller de manière harmonique. Et comment est-ce qu'on va faire pour le montrer? Voilà. Donc, on va noter L0, la distance qu'il y a entre les deux. On considère qu'à l'équilibre, ça va être la distance entre le carbone et l'oxygène va être égale à cette longueur L0. Et on va appeler X1 et X2 les écarts entre le carbone et l'oxygène par rapport à leur position à l'équilibre. Voilà. La première partie de cette question, ça va être d'effectuer le bilan des forces. Mais avant ça, je rappelle que pour la méthode dynamique, pour appliquer la méthode dynamique qu'on applique toujours lorsqu'on veut trouver l'équation du mouvement, il faut d'abord définir un référentiel. Il faut d'abord définir un repère, pardon. Si jamais l'énoncé ne vous demande pas de le faire, eh bien ça va être à vous de le faire de vous-même. Voilà, je vous rappelle que la méthode dynamique, c'est d'abord définir le repère, puis faire un bilan des forces, puis on applique le PFD, et on projette l'équation obtenue. Voilà, si jamais l'énoncé ne vous donne pas tout ça, eh bien il va falloir que vous fassiez les étapes vous-même. Donc, avant d'appliquer un bilan des forces, on va d'abord considérer le repère dans lequel on travaille. Ici, apparemment, le mieux ça va être d'utiliser un repère cartésien. C'est ce qu'on utilise en général, à moins qu'on ait des exercices de pendule, donc des mouvements qui ont l'air circulaires, ou à ce moment-là on utilisera le repère polaire. Ici donc, on utilise le repère cartésien. On met un vecteur unitaire I comme ça, et on va pas mettre de vecteur J puisque l'énoncé nous précise que le problème est unidimensionnel. En effet, on va négliger le poids, on va négliger le champ de pesanteur, puisque les atomes de carbone et d'oxygène ont des masses qui sont très très faibles. Voilà, ça reste des atomes après tout. Donc on néglige le poids, il y a juste une seule dimension pour notre problème. Ça a l'air plutôt simple en apparence, mais on va voir que ça l'est beaucoup moins finalement, à cause du fait qu'il y a deux systèmes différents. On va maintenant appliquer un bilan des forces. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'applique? Déjà, on rappelle, je le dis encore une fois, qu'il y a deux atomes différents, un atome de carbone et un atome d'oxygène. Il va falloir appliquer les forces séparément pour chacun d'entre eux. Donc, on va d'abord appliquer les forces pour l'atome de carbone. Alors, on a dit qu'on négligeait le poids, et finalement, il reste juste une seule force qui s'applique sur lui, ça va être la force de rappel qui est créée par ce ressort. Voilà, cette force, on va l'appeler F de O sur C. Autrement dit, la force que le ressort lié à l'atome d'oxygène va exercer sur l'atome de carbone. Les forces de rappel ici sont plutôt difficiles à décrire. Comme on travaille sur des systèmes couplés, on peut rapidement plus s'y retrouver. Et c'est une des principales difficultés de ce chapitre, c'est savoir écrire les forces de rappel. Donc ici, on va donner une expression générale qui marche tout le temps. On va s'appliquer pour bien le faire, même si ça prend du temps, comme ça on sera sûr que c'est juste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expression générale? Quand on a F de O sur C, eh bien ça va être égal à moins K, avec K la force de rappel, facteur de L, la longueur du ressort, moins L0, sa longueur à vide, tout ça selon le vecteur UOC. Voilà, F de O vers C, ça va être tout ça, fois le vecteur UOC. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur? On va le définir tout de suite. C'est le vecteur unitaire qui va de O vers C. Donc, il est dirigé comme ça, UOC.
comme on a défini un repère cartésien, notre but, ça va être maintenant d'appliquer cette force-là dans notre repère. Donc l'exprimer en fonction des données du problème et du vecteur i. Voilà. Donc, déjà, le vecteur u au c, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, c'est un vecteur unitaire qui va dans la direction opposée de i. Il vaut donc moins i. Maintenant, il faut qu'on exprime la longueur L, c'est la seule chose qui nous manque, qui n'est pas dans le problème. Donc, la longueur L, c'est la longueur du ressort qui est ici. Qu'est-ce qu'elle vaut en fonction de tout ce qu'on a ici? Eh bien, regardez, on a la longueur L qui est égale à L0, puis ensuite, on avance d'une certaine longueur x2 pour arriver ici, mais on a une longueur en trop. Donc on va aussi reculer de x1, comme ça on va soustraire une longueur x1 pour bien avoir toute la longueur L. Voilà. Donc, je récapitule ce qu'on a dit. On a que L, c'est égal à L0 plus x2, comme ça, moins x1, on enlève ça. Voilà. Finalement, quand on réécrit tout ça proprement, ça nous donne moins k fois moins i, donc ça va juste nous donner ki. K facteur de L0 plus x2 moins x1 moins L0, ça nous donne k facteur de x2 moins x1. Et tout ça selon le vecteur i. On a fait moins k fois moins i, les signes moins se sont annulés. Voilà donc pour la force de rappel qui s'exerce sur l'atome de carbone. Maintenant, on a dit que c'était la seule force qui s'appliquait donc sur notre atome, puisqu'on négligeait le poids. Maintenant, quelle force va s'exercer sur l'atome d'oxygène? Eh bien, là aussi, il va y en avoir qu'une seule. Et cette fois-ci, ça va être la force que le ressort relié à l'atome de carbone va appliquer sur l'atome d'oxygène. Donc, F de O sur C, F de C sur O, puisque c'est la force que cet atome va appliquer sur celui-là. Et donc, encore une fois, elle va être égale à moins K, facteur de la longueur du ressort, L moins L0, sa longueur à vide, et cette fois-ci selon UCO. Voilà. UCO, le vecteur unitaire qui va de C vers O, c'est donc celui-là. Et il est cette fois-ci égal à I. Voilà, donc on va juste remplacer ça par I. Et on a calculé tout à l'heure que L, ça valait L0 plus x2 moins x1. Donc, cette force va nous donner moins K, facteur de x2 moins x1, selon I. Voilà. Alors, attention, celle-là, ce qu'on avait ici, c'est ce qui s'appliquait pour la force sur l'atome de carbone. On remarque ici que les deux forces sont opposées. En fait, c'est une conséquence directe du principe d'action-réaction. La force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. Et ici, c'est super, puisque en faisant le calcul à la main, eh bien, on a pu le confirmer. En pratique, vous n'êtes pas obligé de calculer cette force, vous pouvez juste dire qu'elle est égale à l'opposé de celle-là, et ça vous fera économiser un peu de temps de calcul. Voilà, donc là, on a répondu à la première partie de la question. On a fait un bilan des forces. Toutes les forces qui s'appliquent sur C, et toutes les forces qui s'appliquent sur O. Je vais les réécrire rapidement ici, avant qu'on passe à la suite. Donc, on avait deux forces, F de O sur C, qui est égale à ce qu'on a écrit ici. Donc voilà, pour calculer une force de rappel, je vous invite à tout le temps faire comme ça. C'est comme ça que normalement, comme c'est une définition exacte, si vous vous appliquez proprement, vous ne vous tromperez pas. Et le problème, c'est que se tromper sur une force de rappel, ça peut vite devenir catastrophique, puisque notre problème dépend de la valeur de la force de rappel. Moins k facteur de x2 moins x1 i. Voilà. Maintenant, la deuxième étape de la question, c'est d'appliquer le PFD. Et là, on est toujours dans la continuité de la méthode dynamique, repère, force, PFD. Voilà. Donc, ici, comme on considère plusieurs points différents, il ne faut pas s'en mêler les pédales, il faut toujours faire ça pour chaque point. On dit que la somme des forces qui s'exercent sur ce point est égale à la masse de ce point fois l'accélération de ce point. Voilà. Et puis après, on fera la même chose sur le deuxième point. On va faire ça tout de suite. Donc, c'était la question B. On fait d'abord le PFD sur le carbone. Il nous dit que la somme des forces, donc ici c'est seulement celle-là, puisqu'on a dit que ça c'était la force qui s'appliquait sur le carbone et ça celle qui s'appliquait sur l'oxygène. Donc K facteur de x2 moins x1 i, c'est égal à la masse de l'atome de carbone, m1, fois l'accélération de l'atome de carbone, donc x1, point, selon i. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit l'accélération en coordonnées cartésiennes.
x1.i plus y1.j plus z1.k, mais ici on travaille seulement en une dimension. Les autres coordonnées valent donc 0. Voilà. La quatrième étape, c'est la projection. Ici, elle est très simple puisqu'on est seulement sur une seule dimension. Donc, c'est comme si tous les vecteurs i allaient se simplifier, on divise tout par i, ou bien comme si vous faisiez un produit scalaire avec i, c'est comme vous voulez. Et ça vous donne donc que k, facteur de x2 moins x1, est égal à m1, x1, point, point. Voilà. Maintenant, on fait la même chose sur l'oxygène. Et là, ça va être quasiment pareil, la démarche est la même. On dit que la somme des forces, donc ça, est égale à la masse de l'oxygène fois l'accélération de l'oxygène. Et en projetant directement, ça nous donne que moins k, facteur de x2 moins x1, c'était donc cette force-là, est égal à m2, x2, point, point. Voilà, on se retrouve donc avec un système de deux équations. On a donc juste un seul problème, c'est que cette équation est censée nous donner le mouvement de x1. Et pourtant, il y a aussi du x2 qui intervient. Et de même, cette équation est censée nous donner le mouvement de x2, donc de l'oxygène, et pourtant, il y a aussi du x1 qui intervient. C'est ce qu'on appelle des équations couplées. Et il va falloir que, pour pouvoir continuer dans le problème, il va falloir qu'on découple ces équations, pour justement pouvoir les résoudre. Donc là, la partie du physicien s'est arrêtée, c'est le moment de réveiller le mathématicien qui sommeille en vous, pour qu'on voit ensemble la méthode. Alors, cette méthode, elle passe par un changement de variable. Au lieu de considérer les coordonnées x2 et x1, on va considérer la coordonnée s qui vaut x2 moins x1. Donc, ça, c'est la question C. On pose que s, c'est égal à x2 moins x1. Et on va utiliser ces deux équations pour faire ressortir la coordonnée s. On va décider d'appeler cette équation 1 et cette équation 2. Pour faire apparaître la coordonnée s, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici on voit qu'on a du x2 moins x1, et maintenant on aimerait juste faire apparaître du x2 point point moins x1 point point, pour avoir du s point point. Comment on va faire ça? Eh bien déjà on va tout diviser d'abord par m2 et ensuite par m1. Donc on fait ici, on divise tout par m2, ça nous donne k sur m2, et on divise tout par m1, ça nous donne du k sur m1. Maintenant, si on décide de soustraire ces équations-là, ça va nous donner du x2 point point moins x1 point point. Et donc, ça nous donnera du s point point. C'est super, c'est exactement ça qu'on cherchait. C'est donc ce qu'on va faire. On fait 2 moins 1, et ça nous donne que ça moins ça, x2 point point moins x1 point point, c'est égal à ça moins ça. Donc, moins k sur m2, facteur de x2 moins x1, moins k sur m1, facteur de x2 moins x1. Alors ici, une très bonne nouvelle, c'est qu'on a tout qui est en facteur de x2 moins x1. On va donc pouvoir tout factoriser, ça nous donne moins k sur m2 moins k sur m1. Tout ça facteur de x2 moins x1. Hop là. Voilà. Donc ici, j'ai juste tout factorisé en fonction de la variable x2 moins x1. Hop là. On a dit que ça valait s, et que ça valait s point point. Ok. Maintenant, on a quasiment terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de simplifier un petit peu ce terme-là. Déjà, on voit qu'on a du moins k de chaque côté, donc on va sortir le moins k de cette grande parenthèse. On écrit donc que s point point, c'est égal à moins k, facteur de 1 sur m2, plus 1 sur m1. Attention, ici c'est bien un plus. La dernière fois j'avais mis un moins et j'ai dû refaire la vidéo parce que je m'étais trompé. Tout ça facteur de x2 moins x1, donc facteur de s. Ok. Maintenant, on pourrait juste faire passer tout ça de l'autre côté et dire que ça nous fait l'équation d'un oscillateur harmonique, puisqu'on aurait s point point plus un truc fois s est égal à 0. Mais on va juste d'abord encore un petit peu simplifier ce terme, puisqu'on nous demande de l'exprimer en fonction de nu, qu'on appelle en général la masse réduite en physique. Cette valeur elle est donnée dans l'énoncé, donc c'est un autre changement de variable, où on dit que nu est égal à m1 m2 divisé par m1 plus m2. C'est ce que je vais écrire ici. Nu, d'après l'énoncé, c'est égal à m1 m2 sur m1 plus m2. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour le faire apparaître ici? Eh bien, on va tout mettre au même dénominateur. Donc ici, on va tout multiplier par m1, et ici, on va tout multiplier par m2. Donc,
fois M1 fois M1 fois M2 et fois M2. Voilà. Finalement, ça va nous donner que S point point est égal à moins K facteur de M1 sur M1 M2 plus M2 sur M1 M2. On peut directement tout mettre en même dénominateur. Tout ça fois S. Voilà. Et en fait, ça nous donne exactement l'inverse de ça. Donc on peut écrire que S point point est égal à moins K fois 1 sur nu, puisqu'on a dit que ça c'était l'inverse de ça, fois S. Et donc finalement, S point point plus K sur nu S est égal à 0. Et K sur nu, on a dit que c'était égal à oméga 0, encore une fois d'après l'énoncé. Donc plus oméga 0, pardon, oméga 0 carré, je voulais dire, plus oméga 0 carré S est égal à 0. Voilà, ça c'est un autre changement de variable de l'énoncé. Oméga 0 carré est égal à K sur nu. Enfin, l'énoncé nous disait qu'on introduirait la variable oméga 0 carré et qu'on exprimerait en fonction de K et de nu. Voilà. Finalement, ça ressemble à la pulsation propre qu'on a l'habitude de voir dans les oscillateurs harmoniques libres, amortis et forcés. C'est-à-dire une constante de raideur divisée par une masse. La seule différence, c'est qu'ici, cette masse, c'est une combinaison des deux masses de notre énoncé. Voilà. Mais ça nous donne bien l'unité d'une masse. Kilogramme fois kilogramme divisé par kilogramme plus kilogramme. Tout est bon. Ok, donc on a bien finalement une équation harmonique, et c'est super, on est content, puisque ça, on sait le résoudre. Et c'est justement l'objectif de la question 4, c'est donner les solutions de cette équation. Pardon, je voulais dire la partie D de la question 1. Oui, il va y avoir pas mal de questions dans cet exercice. Donc, l'avantage c'est que après le CC sera terminé. Ce CC c'était juste ce problème, plus des questions de cours. La question D, la partie D, c'était de trouver les solutions de cette équation. Et ça, c'est très simple, puisque finalement c'est juste donné dans le cours, et même si vous vous rappelez plus de ce qu'il y avait dans le cours, eh bien c'est une fonction qui, quand on la dérive deux fois, nous donnera la même fonction à un signe près pour que les deux s'annulent et donnent 0. Et ça, c'est évidemment les fonctions cosinus et sinus. Donc on peut directement écrire que S est égal à A cosinus de oméga 0t plus B sinus de oméga 0t. Voilà, on a vu qu'on pouvait les écrire comme ça, on l'a démontré dans le cours. Une autre façon de l'écrire, c'est aussi que c'est égal à A cos de oméga 0t plus phi. Je le répète encore une fois, mais les deux formes sont équivalentes. En général, on préférera utiliser celle-là, puisque c'est plus simple pour déterminer les valeurs de A et B. Je vous rappelle que A et B, ou bien A et phi, ça dépend de ce que vous décidez d'utiliser, eh bien, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et plus tard dans le problème, on nous demandera sûrement de trouver celles qui correspondent à nos conditions initiales. Et en général, c'est plus simple avec ça, puisque là, avec un phi dans le sinus, avec un phi dans le cosinus, ou dans le sinus d'ailleurs, c'est comme vous voulez, eh bien, ça va être plus compliqué. Voilà, on a terminé pour cette première question, et on consacrera la deuxième vidéo à la fin de ce problème.